Bienvenue dans Conversation avec JCK pour ce 8e épisode. C'est Jean-Charles Kurdali et cette semaine je suis avec Mathieu Dardaillon, le fondateur de l'ONG Ticket for Change, une école pour acteurs du changement. Mathieu a également écrit 2 livres, Les entrepreneurs qui changent le monde et Activez vos talents, ils peuvent changer le monde, qui est sorti l'année dernière pour ce dernier. J'ai découvert Mathieu au tout début de cette année 2019, il donnait une conférence qu'il animait à Ground Control et j'avais été très marqué par sa vision, mais surtout par son positivisme et son optimisme qui sont relativement contagieux. Chose qui n'est pas simple vu les sujets qu'il traite et la mission que peut avoir Ticket for Change. Mathieu parle beaucoup d'éducation, d'écologie, d'impact et de crise sociale, sociétale. Donc j'avais une tonne de questions à lui poser sur ces thématiques. J'étais très curieux d'entendre ses histoires et ses anecdotes, lui qui a beaucoup voyagé dans un premier temps dans l'humanitaire et après à la rencontre d'entrepreneurs sociaux. Et ça fait du bien de parler à quelqu'un qui est si positif sur ces sujets. Ça permet à des gens comme moi qui ont peut-être tendance à être un peu trop pessimistes sur certaines thématiques, d'avoir plus le moral, on va dire, sur ces sujets et de voir que c'est possible, il y a des choses qui se font et des gens qui portent ces grandes causes comme Mathieu. Il a également parlé très librement des difficultés liées à la gestion et au développement de ce type d'entreprise, ce type d'initiative, et des problématiques personnelles que ça peut également engendrer. Donc voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous plaira. Et n'hésitez pas encore une fois à aller mettre 5 étoiles sur iTunes si vous aimez le podcast, vous abonner pour pas oublier de recevoir les épisodes chaque lundi, et à partager à vos amis du coup ce podcast pour qu'il y ait de plus en plus de monde qui l'écoute chaque semaine, parce que je vous avoue que c'est quand même une motivation de voir chaque semaine les scores grimper, chose que j'ai la chance c'est ce qui se passe pour l'instant, mais voilà, il faut continuer pour que le podcast se développe chaque semaine. Donc voilà, je vous dis à tout de suite avec Mathieu Dardaillon. Salut Mathieu. Salut Jean-Charles. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Ma première question, c'est que j'ai entendu dans une de tes interviews, tu disais que dans notre vie, chacun doit avoir sa propre mission de vie. Et donc, pour commencer à te définir, j'aimerais savoir quelle est ta mission de vie aujourd'hui. C'est une manière un peu plus originale de se définir, je pense. Comment toi, tu définis cette mission de vie que tu mets souvent en avant ? Dis donc, on commence fort avec toi. C'est direct. Je suis en cheminement, donc je la définis par rapport à où j'en suis maintenant, mais je pense que c'est l'histoire d'une vie, justement, de définir sa mission. Aujourd'hui, c'est de contribuer à faire émerger un nouveau modèle de société, plus juste, plus solidaire, plus durable. Et moi, ma mission, c'est d'activer des talents pour contribuer à faire émerger ce nouveau modèle de société. Donc voilà, moi, je m'engage au quotidien dans cette voie-là. Voilà, c'est ce qui me motive, c'est ce qui me fait lever le matin, c'est ce qui me passionne, ce qui me donne de l'énergie. Et après, ça peut prendre plusieurs formes d'engagement. Mais aujourd'hui, c'est ça qui me passionne. Mais j'imagine que c'est pas venu du jour au lendemain, donc on va pouvoir voir à travers ton parcours justement comment t'en es arrivé à vouloir faire ça. Et juste du coup sur la présentation plus classique, si tu dois dire qui tu es aujourd'hui, donc comment tu te définis, qu'est-ce que tu fais en quelques mots ? Alors aujourd'hui, je suis entrepreneur social. Ça veut dire que j'ai créé une organisation qui cherche à maximiser son impact social sous contrainte d'avoir un modèle économique qui tourne. Cette organisation elle s'appelle Ticket for Change. Elle a la forme d'une association que j'ai initié ce projet. On l'a cofondé à plusieurs il y a 5 ans maintenant. Donc c'est l'essentiel de mon temps. Je le focalise sur Ticket for Change qui au fond cherche à permettre à chacun de trouver ses propres talents et les mettre au service de causes de société par son travail. Et on se présente aujourd'hui comme une école nouvelle génération pour acteurs de changement, pour aider les gens à s'inspirer, mieux se découvrir et passer à l'action. Ok, on va avoir le temps d'en parler de Ticket for Change. Et du coup, on va revenir encore bien plus loin. Tu es né où ? Tu as grandi où ? Et raconte-moi un petit peu, parce que du coup, c'est la première fois, c'est vrai que pour dire aux gens, c'est la première fois qu'on se rencontre. Donc, on s'était mis. Merci à Onur Carapinard, premier invité du podcast d'ailleurs, de nous avoir mis en relation. Et du coup, je sais pas tout sur toi encore, donc je vais en découvrir avec les auditeurs. Je suis issu d'une mère qui était assistante sociale, d'un père qui était DRH dans les ressources humaines. J'ai grandi 2 ans à Rambouillet, en région parisienne. D'accord. Et ensuite, j'ai toujours grandi en fait au fond près de Reims, en Champagne-Ardenne. À 18 ans, je suis parti faire mes études en prépa à Douai pendant 2 ans. Dans le nord du coup. Ouais, exactement, près de Lille. En fait, à 16-18 ans,
je commençais à penser à mon orientation, le premier choix d'orientation. Et en fait, moi, ce qui me motivait, c'était l'idée d'être utile, d'avoir un impact, de faire avancer les choses. À quel dans âge le t'avais bon déjà sens. cette vision? À l'adolescence, 16-18. Ouais, donc c'était déjà très tôt cette volonté. Ouais, j'étais pas mal engagé dans des assos en fait, étudiants. Et en fait, moi, je savais pas comment le définir, mais mon envie, c'était d'être utile. Et j'ai hésité entre différentes voies assez différentes en fait. J'ai failli faire médecine parce qu'en fait, pour moi, ça permettait d'aider les gens concrètement. Je me suis pas mal intéressé à l'humanitaire et puis j'ai fait un voyage humanitaire à Madagascar parce que j'avais envie d'aider peut-être ceux qu'on avait le plus besoin. T'as fait ce voyage à 18 ans. À 18 ans, okay. Ouais. Après le bac, enfin, ouais, à cette période, c'était hyper apprenant. Ça m'a renforcé dans l'idée de dire bah, je vais être utile. Après, j'ai vu les failles, les limites, pas assez de durabilité des projets. On ne sait pas forcément si ça répond à un vrai besoin des populations locales. Comment ça? On sait pas s'il y a de. En fait, on est allé dans un village avec 6 jeunes de 18 ans à Madagascar, dans un village hyper éloigné de tout. Et on a participé à construire des toilettes pour les habitants du village. Et au fond, donc c'était hyper. On les a aidés ponctuellement. On a appris plein de choses nous, mais on ne sait pas ce que c'est devenu après. Donc moi, ça m'a posé des questions sur la durabilité du projet. Et est-ce que ça a un impact sur le long terme? Voilà, on ne sait pas s'il y a un modèle qui est pérennisé. On ne sait pas si ça a vraiment répondu à un besoin des habitants. Du coup, moi, ça m'a posé des questions. Ça m'a fait réfléchir. Voilà, j'avais cette envie d'avoir de l'utilité, mais il y avait quelque chose je voulais aller plus loin que l'humanitaire. Je me suis intéressé rapidement au monde. Du coup, excuse-moi, mais l'humanitaire, c'est pas forcément le milieu que je connais bien. Tu veux dire que de manière, pas forcément tous les projets d'humanitaire, mais que des fois, on oublie un petit peu, on pense pas forcément à l'impact à long terme. On se contente de faire une bonne action à court terme, et on va pas réfléchir à comment elle est maintenue. En fait, il peut y avoir, c'est pas le cas dans tous les projets, hein, mais oui, il peut y avoir certaines limites de penser à la place des gens, de penser ce qui est bon pour eux et de calquer un modèle un peu occidentalisé de développement. Et donc, il faudrait qu'il y ait des routes, des toilettes, des bâtiments en dur, de l'électricité, etc. Ce qui est le cas dans plein de cas. Mais c'est important que, ça vienne vraiment des besoins des populations, et deux, qu'elles participent et qu'elles fassent elles-mêmes, qu'elles-mêmes, elles soient capables de développer ces projets-là sans attendre que l'aide tombe comme ça. Parce que sinon, on entretient une relation de charité, en quelque sorte, où du coup ces populations elles vont s'attendre à ce qu'on revienne l'année d'après, puis l'année d'après. Ça crée une relation de dépendance en fait. Dépendance, ouais. Et ces projets-là, bah, tous les ans il y avait des gens qui y allaient, mais entre tous les étés il n'y avait pas forcément d'action sur place. Donc ça peut créer une sorte de dépendance, puis un manque. Voilà, il faut qu'il y ait une durabilité, d'être sûr que ça répond aux vrais besoins, qu'il y ait une durabilité, et puis qu'il y ait les moyens en fait. Souvent ces projets-là, bah, on n'a pas beaucoup de moyens. Donc on fait avec un peu les moyens du bord. Donc forcément, ça peut être limité sur l'impact. Après, j'ai énormément appris. Et ça m'a aidé pour la suite dans mes réflexions, en fait. En fait, ce que tu as fait ça pendant l'été après ton bac, du coup, si je comprends, avant de commencer des études même l'année d'après, en fait. Entre mes 2 années de prépa. D'accord. Ouais. Et oui, donc ce que tu dis, c'est qu'en gros, il faut absolument prendre en compte la culture et du coup impliquer les locaux dans les projets. Sinon, on duplique l'Occident en fait dans d'autres continents. Absolument, quoi. Et on fait pas du développement en fait. On fait du copier-coller. On fait du copier-coller et puis on permet pas à des populations, à des pays de se développer selon leur propre définition. On calque ce qu'on fait et on les maintient dans un sous-développement. C'est ce qu'ont fait les colonisateurs au XVIe siècle, mais c'est pas, je ne compare pas forcément. Non, mais d'une certaine mesure, ça peut reproduire ça. Ouais, complètement. D'accord. Et du coup, j'ai lu notamment au niveau associatif que tu avais créé une association. Alors, je sais par contre, j'ai pas vu dans quelle école c'était, de Trek. Ouais. D'ailleurs, j'ai entendu parler. Alors, c'est assez marrant l'anecdote. Ça va te parler, je pense, dans la newsletter de Genius at Work de Estelle Haas, que tu dois connaître du coup, qui est coach en prise de parole en public, qui l'a fait avec Alexandre Dana de Live Mentor. Et du coup, apparemment, elle te citait en fait dans la newsletter la semaine dernière. Et du coup, je préparais et j'ai vu ça et je me suis dit, je savais pas. Du coup, j'ai appris grâce à elle ta passion du trek. En fait, c'est une asso, c'est un peu plus tard dans mon parcours où donc après les années de prépa, on rentre en école de commerce en fait. Donc juste, j'ai exploré médecine, j'ai exploré l'humanitaire,
je me suis un peu questionné sur le monde politique. Est-ce que c'est pas par là qu'on pouvait faire changer les choses à grande échelle? Et c'était quoi ton analyse mais c'est pas mon... Ça correspond pas à mon caractère. Je suis... Qu'est-ce que t'as fait pour ton... Enfin, t'as fait quand j'ai pas eu besoin de... T'as juste rencontré 2-3 personnes et t'as... j'ai vu, j'ai écouté, j'ai rencontré rapidement et c'est pas un domaine qui me convient. D'accord. Et j'ai fini dans le monde de l'entreprise, paradoxalement peut-être. Je voulais être utile et j'ai fini dans le monde de l'entreprise parce que j'avais l'intuition, la conviction qu'au XXIe siècle, c'est par là qu'on pouvait faire changer les choses à grande échelle en fait. Et que si on voulait répondre à des grandes problématiques sociales, environnementales, il fallait faire bouger le monde de l'entreprise. Donc j'ai eu envie d'apprendre et c'est comme ça que j'ai fait école de commerce, etc. Je suis arrivé à l'ESCP Europe et c'est là où, avec des amis, on a fondé cette association qui s'appelle le Star Trek ESCP Europe. Star Trek ESCP, ok. Et du coup, c'est toi qui as fondé ça et ça correspond... Enfin, vous disiez quoi en fait? Vous organisez des événements, le trek, alors, je veux dire, c'est la randonnée, mais il y a peut-être une subtilité en plus ou je les connais pas. En fait, on était un petit groupe d'amis, on se retrouvait pas dans les assos existantes. Donc pour ceux qui connaissent pas forcément, dans les écoles de commerce, il y a toute une vie associative où c'est hyper important, à côté des cours, de s'engager dans des associations parce que c'est là où on développe d'autres choses, de prise d'initiative, on se fait des amitiés, etc. Donc c'est super complémentaire des cours un peu classiques. Et on se retrouvait pas forcément dans les associations qui existaient. Avec des amis, on s'est à un moment, c'était au jour de l'an, on était 3-4 et on s'est dit ça vous dirait pas on avait un peu un espèce de vide dans notre vie à ce moment-là. Au bout de 6 mois en école de commerce, on est un peu déçu du contenu des cours. Enfin, en tout cas, je parle pour moi à ce moment-là. Parce que quand on sort d'une prépa où on nous a nourri d'une matière intellectuelle qui est... on nous a bourré le crâne avec plein d'infos, mais c'est passionnant. Puis très diverses. Très divers, tout domaine. Et là, on rentre dans un autre monde où il y avait beaucoup moins de choses et le contenu était parfois moins qualitatif et on comprenait pas pourquoi on nous apprenait ce qu'on apprenait. Et c'est assez commun. Et c'était assez en perte de centre. Ouais, les gens font des prépas qui ont une claque négative plutôt que absolument. Et un peu de vide, le mot est peut-être fort, mais un peu de vide existentiel quoi. À ce moment-là, putain, mais pourquoi on est là Voilà. Et donc avec un petit groupe, on s'est dit, en fait, on va faire un projet entre nous et on va aller faire un trek ensemble dans 3-4 mois. Et assez vite, on s'est dit non, en fait, c'est pas ça le sujet. On va faire un truc plus grand. Ok, on se retrouve autour d'une envie, d'une passion de la rando, de la nature. Mais on va essayer de faire une asso, on va faire un vrai projet, puis on va lui donner une dimension éco-responsable. Et au fond, ce projet, c'est devenu donc une association qui existe maintenant depuis, je sais plus trop, mais 7-8 ans. Et l'idée, c'est que chaque année, on organise un raid pour 80-100 personnes. Et l'idée, donc, c'est 4 jours à la montagne, une épreuve sportive, avec plusieurs épreuves sportives, ouvert à tous. Et l'idée, c'est que on amène des jeunes et qui, confrontés à la beauté de la nature, se disent en fait, il y a un truc à préserver là-dedans. Donc leur faire vivre une expérience forte, loin de leur vie parisienne et dans les grandes villes. Ça peut créer un déclic et une prise de conscience environnementale. Mais voilà, par un biais de... C'est pas la promesse. La promesse, c'est on va s'amuser pendant 4 jours, on va faire un trek. Et en fait, il y a une dimension éco-responsable qui était assez importante dans le projet. Et il aurait fallu enchaîner avec l'aspect plus négatif aussi pour leur montrer les deux facettes, peut-être, je sais pas. Parce qu'il y a aussi des paysages qui sont magnifiques, mais enfin, je pense que tu as pu voir dans des pays que tu as visités, et il y a des endroits qui sont complètement dévastés, qui donnent une autre manière, une autre forme de prise de conscience, j'imagine. Ouais, c'est sûr. Après, voilà, il y avait quelques supports pédagogiques un discours qui a amené ça, effectivement. D'accord. Ouais. Parce que c'est vrai que quand on voit que le positif, des fois, on agit peut-être moins que dans le négatif. Je pense qu'il faut voir les deux. Mais c'est important de voir les deux. Pas de mettre l'accent que sur le négatif. Sûr, ouais. Mais effectivement, un équilibre des deux pour prendre conscience un petit peu de ce qu'il faut préserver ou de ce qu'il faut enrichir, travailler pour, et aussi de voir le risque de ne pas le faire. Ouais. Et du coup, tu disais par rapport à l'école de commerce, donc tu avais été plutôt déçu en tout cas du contenu des cours. Au début, ouais. Parce que j'avais un petit peu une perte de sens. Je savais pas trop ce que je voulais faire après. Je savais que c'était autour du monde de l'entreprise et d'être utile. Voilà, j'avais 2 grands mots-clés. Et je savais pas trop quelle voie choisir. Je m'intéressais aux ressources humaines, un petit peu inspiré par mon père aussi.
parce qu'il y avait la dimension. Un stage chez Danone, c'est ouais, ça? ça arrivait un petit peu après. Okay. Et à ce moment-là, en fait, voilà, j'avais pas l'impression d'être nourri dans ma quête de sens. Et c'est grâce à des lectures. Il y a le professeur Younous, Vers un nouveau capitalisme, 80 hommes pour changer le monde, de Mathieu Leroux et Sylvain Dernil. C'est 2 livres incroyables qui m'ont fait prendre conscience qu'en fait, il y avait d'autres entreprises, des entreprises qui fonctionnaient différemment. Et qui comment ça différemment du coup qui en fait avaient comme mission première d'adresser des problèmes sociaux et environnementaux, et en faisant ça elles arrivaient quand même à être pérennes, durables, profitables, et donc il y avait des femmes et des hommes qui adressaient des sujets dans tous les pays du monde et avec des solutions exceptionnelles qui touchaient des millions de personnes dont on parlait vraiment pas beaucoup, et qui avaient des solutions exceptionnelles et encore une fois qui étaient durables et parfois rentables vraiment. Ouais. Et du coup, pour moi, c'était le yin et le yang, quoi. On réunissait mon envie d'avoir du sens, d'être utile, etc. Et en même temps, une exigence, parce que ça, c'est quelque chose qui est très fort aussi. Voilà, il n'y avait pas que l'idée d'être utile, c'est utile et performant. Enfin, vraiment, j'ai une exigence très forte sur l'efficacité, la performance. La viabilité à long terme. Ouais, c'est lié, c'est hyper lié. Mais du coup, ça veut dire aussi que l'objectif numéro 1 n'est pas la maximisation du profit. Voilà. Ça, c'est sûr que dans tous ces projets-là, l'objectif numéro 1, c'est la maximisation de l'impact. Donc, à la fin du mois, la chose qu'on regarde en premier, c'est combien de personnes on a aidé, combien d'arbres on a planté, combien de déchets on a recyclés, etc., etc. Ça, c'est le KPI, l'indicateur de succès numéro 1. Après, comme c'est pas des utopistes à 100%, voilà, ils sont idéalistes et tout, mais ils sont pas non plus dans une utopie totale, on regarde la viabilité économique. Donc derrière, on regarde l'équilibre financier, l'équilibre économique, parce que sans ça, ça n'existe pas. Mais c'est vrai qu'on maximise l'impact dans ces projets-là. Et du coup, tu dis, alors c'est Younous, professeur Younous, et le deuxième livre c'est 80 hommes pour changer le monde. 80 hommes pour voilà, changer c'est 80 je portraits dans les références. Ouais. Et ça, du coup, c'était pendant l'école de commerce que tu as Ouais, c'était pendant l'école de commerce. Il y a eu, après, j'ai participé à plein de conférences. En fait, j'avais faim de découvrir. Je savais qu'il y avait un truc dans ce monde-là. Donc, dans le monde de l'entrepreneuriat social, de l'économie sociale et solidaire, du social business. En fait, c'était la synthèse entre les associations, les ONG classiques et les entreprises classiques. Il y avait un peu la réconciliation des deux. Enfin, on essayait de prendre le meilleur des deux, l'utilité des uns, la performance des autres, tac, on mettait les deux en même temps. Ouais. Et c'est ce monde-là que j'avais envie d'explorer, donc je faisais plein de conférences, je lisais plein de livres, je rencontrais plein de gens et tout, et ça, à un moment, il y a eu comme ça un déclic pendant mes études. Et est-ce qu'il n'y avait pas eu aussi, j'ai cru comprendre, tu avais fait un stage à Londres. Alors, absolument, ouais. C'est au même moment. Ouais, c'est au même moment. Alors c'est... Parce que t'étais où? T'étais dans la place financière de Londres? C'est quelque chose comme ça, enfin... Exact. Donc c'est première année de l'école de commerce, on était à Paris. Deuxième année, je pars à Londres. Là, on est en 2010. Et en fait, en 2010, c'est la plus grande crise financière de l'histoire, à date. Parce que certains disent qu'il y en a une pas rigolote qui arrive. Et en fait, les cours qu'on nous enseignait, c'était les mêmes, quoi. Rien n'avait changé. On nous enseignait, je me souviens du début d'un cours de finance, on nous disait le but d'une entreprise est de maximiser le profit pour les actionnaires à court terme. Et quelqu'un avait levé la main en disant monsieur, est-ce qu'on peut juste challenger la définition, l'élargir un petit peu plus, etc. Et le gars s'était fait découper. Le professeur alors, un élève avait levé la main et le professeur l'avait découpé. On ne débattait pas de la définition, c'était maximiser la valeur pour les actionnaires à court terme. Et en fait, pour moi, là, il y a eu une prise de conscience qui était émergente, mais en fait, on était dans une crise financière qui mettait des gens à la rue, etc. Et il n'y avait pas de remise en cause de la définition du système, de la manière dont on faisait les choses. Et après, il fallait trouver un stage de 3 mois. Et j'avais plein de camarades qui cherchaient des jobs dans des grandes banques d'affaires, etc. Et je veux pas du tout juger, etc. Mais juste, il y avait pas forcément de réflexion sur les conséquences de la crise, le lien en fait entre ce qu'on voyait. En fait, il n'y avait pas de remise en question du système. Et à partir de ce moment-là, moi, je me suis promis que j'allais pas aider un système qui dysfonctionnait à être plus performant. Donc, je voulais pas rendre plus performant ce système-là qui créait de la pauvreté à mesure qu'il grandissait. Et à partir de ce moment-là, j'ai cherché comment j'allais faire.
Et avec un ami, on a commencé à se créer un projet qu'on a appelé Destination Changemakers. Donc avec mon pote Jonas, on a créé comme une exploration en parallèle de nos études pour essayer de trouver notre voie d'acteur de changement. On allait rencontrer plein de gens qui nous inspiraient, puis on essayait de comprendre comment nous, on allait pouvoir... C'était en France, ça, ou c'était... Alors ça, on a commencé à Londres. Ok. On a commencé pendant 3 mois, on a rencontré 8 ou 10 personnes super inspirantes. Et c'était quel genre de produit? C'était des entrepreneurs sociaux? Voilà, des entrepreneurs sociaux, des financeurs de l'entrepreneuriat social, un peu des chercheurs, des métiers très différents, mais toujours à essayer de réconcilier l'impact, l'efficacité économique. Voilà. Et ce qui est intéressant justement, c'est qu'il y avait une diversité dans leur profil, ce qui permettait en fait de se situer. Est-ce que je veux être directement sur les sujets, ou est-ce que je veux plutôt être en soutien, en financement, en accompagnement, etc. On a commencé là, ensuite on est parti, on a fait le Global Social Business Summit à Vienne pendant un week-end. On a rencontré le professeur Younous, justement, dont je parlais du livre avant. Et puis ensuite on a beaucoup travaillé ça à Paris. Et du coup, sur la conférence, du coup, c'était quoi? C'est un regroupement de toutes les personnes influentes dans ce domaine Oui, voilà, il y avait beaucoup de personnes influentes qui témoignaient, etc. Et puis c'était ouvert pour inspirer. Et puis c'était autour d'un mouvement. Et professeur, tu as pu rencontrer Younous en face à face, ou c'était dans ou une conférence que tu as pu on s'est faufilé, puis on a pu interagir 3-4 minutes. Voilà, c'est pas long, mais pour nous à l'époque, on avait 22 ans, 21, 22 ans. Et du coup. Puis il avait déjà eu le prix Nobel, c'était ouais, en 2006, ce prix Nobel. Ouais. Du coup, voilà, on découvrait ce monde-là et on se disait que c'était passionnant et qu'on avait envie de trouver notre place, mais on savait pas comment faire. En parallèle de ça, du coup, après, je suis revenu en France, j'ai fait des stages chez Danone en ressources humaines, parce que je voulais quand même tester les ressources humaines. T'es dans un grand groupe, comment tu vis la grande structure justement Ouais, voilà, parce que je voulais. Ce qui était important pour moi, c'était de tester plein de choses pour voir en fait. Les petites structures, les grandes, les différents métiers et tout. Et c'était une super expérience, mais je sentais que c'était pas forcément ma place. Ensuite, j'ai travaillé 7 mois chez Danone Communities, qui est un incubateur de social business lié au métier de Danone, donc dans l'eau et dans l'alimentation. Hyper intéressant aussi, mais on était à Paris. Et moi, je ressentais le besoin d'aller sur le terrain, entre guillemets. Et donc, avec Jonas, on est parti 3 mois aux Philippines, 3 mois en Inde, 3 mois au Sénégal. En fait, on a pris 2 années de césure. Cette première année de césure, c'était pour faire les stages dont je parlais. Et là, on est parti. En fait, on a décalé la fin de nos études et on est parti 9 mois sur le terrain, travailler en tant que. C'était des projets, des missions de conseil sur place directement. Ouais, en fait, on était un peu bras droit d'entrepreneurs sociaux. Okay. Et c'était passionnant. On était un peu on les suivait au quotidien. Donc aux Philippines sur les enjeux d'accès à l'énergie. En Inde sur des sujets d'agriculture biologique, circuit court, commerce équitable, et en Inde lutte contre la malnutrition et lutte contre la pauvreté. Et nous on les suivait avec différentes missions sur le financement, sur la communication, sur la mesure d'impact, etc. Et c'était fascinant. On avait la chance d'essayer de comprendre leur quotidien, leurs joies, leurs difficultés, leurs parties prenantes, comment ça marchait et tout. Et donc pour nous c'était une expérience extraordinaire. Et comment c'est sous quelle forme, quelle structure ils utilisent ces gens-là dans ces différents pays pour là, tu peux on en revient à Ticket for Change, toi tu es sous forme d'association, comment Eh ben si je prends l'exemple des 3 là dont je parlais, il y a 2 cas et c'est les 2 cas qu'on retrouve le plus souvent. Soit un statut d'association ONG, soit un statut d'entreprise dont on va faire en sorte on va écrire dans les statuts que la mission elle est sociale environnementale en premier. Donc on peut mettre des labels, des critères en plus, etc. Mais c'est une entreprise comme une autre. D'accord. Donc soit association, soit entreprise. Je dirais que pour faire simple, il y a à peu près dans les projets d'entrepreneuriat social, il y a à peu près moitié-moitié. Voilà. Parce que ça n'existe pas un statut d'entreprise sociale en fait aujourd'hui. Donc, alors je me trompe peut-être, mais j'avais cru voir en Australie ou dans différents pays, alors je pense que c'était l'Australie, où il commençait à y avoir justement des statuts un peu plus hybrides. Mais peut-être que du coup, c'est ce que tu dis, c'est peut-être juste des entreprises qui arrivent dans leur statut ça arrive doucement. Il y a des débats, notamment aux États-Unis aussi avec la Benefit Corporation, etc. Mais c'est émergent. En tout cas, en France, ça n'existe pas. Il y a plein de réflexions en fait pour voir comment il pourrait y avoir un statut un peu troisième voie entre les assos et les entreprises, mais on est vraiment au stade de l'émergence là. Et du coup, c'est quoi l'avantage, avantage ou inconvénient dans ton cas d'avoir choisi l'association par rapport à l'entreprise Donc dans le cas de Ticket for Change ?
Oui, bah, j'avance un petit peu, mais c'est pas parce que c'est vrai que du coup, t'es en train d'en parler, Ouais. donc autant Euh, y aller. Quand on a démarré Ticket for Change, on s'est pas posé la question longtemps parce qu'en fait, il nous fallait des financeurs sous forme de mécénat. Et du coup, quand à ce cas-là, bah, tu te poses pas la question longtemps. Tu dois être une association. En fait, quand on crée le projet, on avait besoin de trouver 300 000 euros assez vite. Et sous forme de mécénat, ça veut dire qu'on ne pouvait pas les rendre. On générait pas des revenus qui permettaient de les rendre. Du coup, on avait besoin de mécènes, des gens qui étaient dans une démarche de philanthropie, nous donner de l'argent parce qu'ils croyaient à la mission. Et Ça marche pas en entreprise, tu peux pas recevoir des. Et voilà, et donc tu peux pas le faire avec une entreprise. Ou vraiment à la marge, mais pour faire simple, tu peux pas. Ok. Tu peux pas. En revanche, alors l'intérêt d'une asso, c'est que y a cette dimension où tu peux avoir du mécénat, potentiellement de la subvention publique, même si c'est pas, faut pas compter dessus. Et il y a une idée plus de mouvement des intéressés. Ça veut dire que si tu veux travailler avec beaucoup d'acteurs publics, si tu veux avec des associations, etc., il y a quelque chose de l'image qui va être vraiment positif. Ça veut dire qu'il n'y a pas de débat sur l'intention. On sait que l'intention, c'est la mission sociale. Si tu es une entreprise, l'avantage, c'est que tu vas pouvoir... donc là, il faut générer du chiffre d'affaires. Et donc, tu peux en générer aussi en association. Tu peux en générer en association, mais tu peux avoir des limites. C'est contraignant. Il faut que ton chiffre d'affaires ne soit pas prépondérant dans ton modèle économique. D'accord. Ça veut dire que tu dois le limiter en gros à 30% de tes ressources. Tu dois pas faire t'as pas de dividendes, enfin t'as même pas d'actionnaire de toute façon dans une. T'as pas d'actionnaire dans une association. Alors, pardon, si tu peux faire 100% de revenus dans ton association, mais tu ne seras pas d'intérêt général. Donc ensuite il y a des subtilités, mais si tu veux toucher des donations, il faut pas que tu aies trop de pourcents de chiffre d'affaires, ou alors tu peux créer des filiales. C'est notre cas, on a créé donc Ticket for Change et en dessous on a une filiale Corporate for Change. Et si tu es une entreprise, bah, l'intérêt c'est que tu peux générer du chiffre et tu grandis, ça dépend de ton intention et tout, mais il y a la possibilité de verser des dividendes à des actionnaires, à des fondateurs, etc. Ce que tu peux pas du tout faire dans une association. D'accord, oui. Alors on reviendra sur Ticket for Change parce que c'est un long volet. Avant de partir sur la suite de son parcours, je voulais juste te poser 2-3 questions, enfin notamment une sur l'éducation. Du coup tu donnais ton point de vue par rapport aux écoles de commerce. J'avais lu, alors je sais plus si j'ai vu ça, en tout cas c'est un sujet qui t'intéresse beaucoup. Comment tu perçois aujourd'hui le système éducatif en France ou même peut-être t'as vu dans d'autres pays, alors aussi bien dans les études on appelait pré-bac, je sais pas comment on appelle les études avant le bac, que les études post-bac. Comment tu perçois la chose aujourd'hui et vers où toi tu la ferais évoluer cette éducation? C'est sûr que le sujet de l'éducation aujourd'hui, il y a un sujet de l'évolution de l'éducation qui est absolument central. Tous ceux qui s'intéressent au sujet voient toujours les mêmes exemples, mais en gros tout a énormément changé depuis la révolution industrielle, dans tous les domaines, dans tous les secteurs, etc. Dans l'éducation, c'est sensiblement la même chose, même si évidemment les programmes ont évolué. C'est sensiblement le même format. Depuis 100 ans, on est toujours dans des classes. 200 ans, mais maintenant. Voilà, 100 ans, 200 ans, on est toujours dans des classes avec un professeur qui, de manière descendante, dit des choses, etc. Et donc, en fait, l'école, d'une certaine manière, formate un peu, et puis n'aime pas la singularité. C'est-à-dire que ce qui est, quand même, il faut reconnaître qu'en France, même s'il y a plein de choses à améliorer, on a la chance d'avoir accès à l'école gratuite et chacun a la chance de poursuivre ses études. Donc ça, il faut quand même le reconnaître qu'il y a plein de choses qui sont vraiment très bien. Après, je pense que c'est dommage que l'école n'aide pas à trouver sa singularité. Parce que je pense que ce qui est beau et fort dans notre monde, c'est que chacun est singulier, unique. Or, quand tu vas à l'école, tu dois être bon. Tout le monde doit être bon dans les mêmes trucs. C'est pas bien d'avoir 18 en quelque chose et 2 en quelque chose d'autre, il faut avoir 10 partout, au moins 10 partout. C'est la standardisation. C'est la standardisation, donc liée à la révolution industrielle, et du coup, on te pousse pas à trouver ce qui te fait vibrer, on te pousse pas à trouver ce qui te rend unique, on te retrouve pas à trouver là où tu es vraiment excellent et ce que tu veux vraiment faire. On te pousse à suivre un chemin où tu vas être moyen plus partout, ou bon, mais et tout le monde suit des grandes voies comme ça. On te pousse pas dans tes retranchements pour trouver ce qui te fait profondément ce pourquoi tu es sur Terre, quoi, tout simplement. Et ça, c'est dommage parce que donc pour moi, ma vision de l'éducation, ça devrait être un endroit où on explore pendant
10, 20, 30 ans, même tout au long de sa vie en fait. Où on explore. Ça s'arrête jamais en vrai l'éducation. Au fond, ça s'adresse jamais. Mais surtout dans les années où on y passe beaucoup de temps, disons les 20 premières en gros, bah, ça devrait être un endroit où on comprend mieux le monde qui nous entoure, c'est déjà le cas, où on se comprend mieux soi-même en fait. Quels sont ses talents, ses passions, ses aspirations, quelles sont ses définitions de la réussite, ses rêves et tout. Jamais, à aucun moment, on pose cette question à l'école. Mais je trouve ça aberrant, moi. C'est affolant. Donc pour moi, ça doit être ce lieu-là. Ça doit être l'endroit où on se découvre et où on découvre le rôle qu'on a envie de jouer dans le monde. Et c'est dommage que ça joue pas ce rôle-là ou trop peu, ou que dans certains cas qui sont des cas isolés. Donc un lieu de découverte, d'expérimentation, de recherche, ça me fait penser, tu utilises souvent le concept de l'ikigai, si je le prononce bien. Ouais. Ça rejoint peut-être un petit peu. Ouais, complètement. Si l'ikigai, c'est un concept japonais qui veut dire raison d'être, joie de vivre, joie de se lever le matin. En gros, pour les Japonais, tout le monde a un ikigai caché. Donc c'est un peu la question de la mission de vie aussi que tu me posais au tout début. Chacun a quelque chose, une raison d'être. Par contre, il faut la découvrir. Et la découvrir, ça demande du temps, du travail, de l'introspection. Ensuite, donc sur ce concept japonais, il y a les occidentaux qui ont calqué des schémas. Et en fait, si on tape sur Internet aujourd'hui Ikigai, on trouve un schéma avec 4 zones. Mais c'est pas les Japonais qui ont fait ça. C'est pas les Japonais qui ont fait ça directement. C'est important d'expliquer le concept. Exactement. Ça montre aussi une différence de culture aussi. Ouais, absolument. L'ikigai pour les Japonais, c'est quelque chose qui est très qui se vit, instinctif peut-être. Ouais, absolument. Et nous, on a mis un schéma dessus. Et donc, si on tape sur Internet, on trouve 4 cercles, un petit peu comme une rosace un peu. Et les 4 dimensions sont super importantes parce que, en fait, là, il y a un peu moins de 6 mois, j'ai sorti un livre qui est autour de ce cheminement. Parce que je pense que ce cheminement de l'ikigai, c'est celui pour trouver sa place et être à la bonne place. Tu peux donner le nom du livre, parce que les gens. Du coup, il s'appelle Activez vos talents, ils peuvent changer le monde. Du coup, les 4 zones de l'ikigai, la première, c'est trouver ce qu'on aime profondément faire. C'est vraiment important de trouver ce qui nous donne de l'énergie, ce qui nous passionne profondément. Ensuite, vient la question de là où on est bon, là où on est excellent, là où on fait la différence. Ensuite, la troisième zone, c'est là où sont les besoins du monde, là où on va être utile, là où on va contribuer à quelque chose qui est plus grand que nous. Et enfin, là où on va pouvoir être rémunéré, comment on va pouvoir créer de la valeur et être rémunéré pour ça. Et en fait, donc on est dans différents domaines de ce qui nous fait vibrer, kiffer, là où on va faire la diff, là où on va être utile et là où on va être rémunéré. Et quand tu as les différentes zones, bah en fait, tu as la bonne place, tu es dans une vie professionnelle où tu as un impact, tu es bien, et puis tu peux le faire dans la durée. Donc pour moi, c'est un peu le Graal, quoi, trouver cet ikigai-là. Et je pense que l'école devrait nous permettre de trouver ça. Et c'est un peu sur ce constat-là que c'est pour ça qu'on a créé Ticket for Change au fond. Parce que qu'est-ce que c'est Ticket for Change ? C'est une école, nouvelle génération, parce qu'on essaie de pas avoir les méthodes classiques pour apprendre, pour acteurs de changement. Au fond, on dit pour trouver son ikigai et essayer de changer le monde à son échelle. Parce qu'au final, c'est vrai que c'est un peu créer une école d'entrepreneurs, mais pas forcément entrepreneur dans le sens monter des entreprises, c'est entrepreneur de sa vie au final. Ça c'est très important, limite d'entreprenant. Entrepreneur, c'est un terme, enfin c'est un synonyme, mais d'entrepreneur de leur vie ou d'entreprenant. C'est super important ton point parce que en fait on dit chez Ticket for Change, pour simplifier, on dit qu'on s'adresse à 3 grands types d'acteurs de changement. Alors, il faut bien comprendre quand je dis ça, je parle que de ceux qui s'engagent par leur travail. Il y a plein d'autres manières d'être acteur de changement. Voilà. Mais dans son travail, on accompagne 3 types de personnes. Il y a ceux qui vont créer, les entrepreneurs à impact. Ils vont créer des structures, on en a déjà parlé. Ils partent de zéro. Ensuite, c'est très important de dire qu'il y a aussi des gens qui sont au cœur du système. On peut les appeler intrapreneurs. Je ne sais pas si le mot est parfait, mais voilà. Intrapreneurs à impact. Ils sont dans des organisations. Ils vont pas en sortir pour créer quelque chose de nouveau. Ils vont rester dans l'organisation parce qu'ils vont pouvoir estimer que c'est là où ils peuvent avoir le plus d'impact. Ils vont essayer d'utiliser les ressources, les savoir-faire, les réseaux de cette organisation-là, que ce soit privé, public, pour faire changer les choses de l'intérieur. Et la troisième voie, ce qu'on appelle les contributeurs. Parce qu'on pense qu'il n'y a pas que les entrepreneurs ou les intrapreneurs qui ont le monopole de l'impact. Chacun à son échelle peut faire la différence. Chacun n'est pas forcément amené à créer un nouveau projet. Et donc, il faut valoriser aussi toutes celles et ceux qui ont des talents, des compétences et qui vont les mettre au service de projets existants pour les aider à se structurer, à grandir, à changer d'échelle.
Donc chez Ticket, on n'accompagne pas que des entrepreneurs sociaux parce qu'on accompagne un écosystème de talents qui s'engage sur des enjeux de société. C'est très important de voir la diversité parce que faut vraiment trouver ce qui nous correspond, nous, personnellement. Donc il n'y a pas une injonction à devenir entrepreneur. Bien sûr. Et puis d'ailleurs, on peut être l'un puis l'autre puis l'un, etc. Ça change au fur et à mesure des phases de vie. Oui, c'est hyper flexible maintenant. On n'est pas qu'une seule chose. Enfin, on ne doit pas se définir à un seul métier, une seule typologie de travail. Et justement, on parle de Ticket for Change. Alors, je pense que juste avant, il faut parler de ce qui a fait que tu as fait Ticket for Change, même si les premières expériences que tu nous as mentionnées sont déjà un début de cheminement. Mais du coup, tu étais parti en Inde aussi. Yes. Un grand périple assez court, mais hyper intense, j'imagine. Si tu peux raconter un petit peu. Effectivement, donc il y a plein de déclics explicatifs de Ticket for Change, mais c'est vrai qu'il y a un moment qui est assez fort et émotionnellement puissant qui s'appelle. Comment on prononce déjà? Vas-y, essaye. Yagrita Yatra. Non, presque. C'est le Jagriti Yatra. Jagriti Yatra. Okay. Et en fait, ça veut dire voyage éveil en hindi. Et en fait, il faut imaginer donc 450 jeunes de 18 à 25 ans. À 95%, c'est des Indiens. À 5%, ils viennent du monde entier. Ah, c'est des Indiens. Ah, j'avais pas compris. Ouais. Vraiment des Indiens, mais de toute l'Inde. Il y a plein de langues. Enfin, mais ils sont choisis comment, entre eux, ils parlent pas les mêmes langues, etc. C'est extraordinaire le melting pot. Ils sont choisis, je crois, à mon époque, il y avait genre plus de 12 000 candidatures. Et c'est sur la motivation, ils disent, la motivation et le potentiel de leadership. Ils font attention à ce qu'il y ait toute l'Inde qui soit représentée, les petits villages, les villes moyennes, les grandes villes. Ils font une attention particulière à la diversité géographique, diversité sociale, etc. Donc 450 jeunes. Et les étrangers, du coup, ils sont comme toi, tu as été sélectionné comment? Un peu de la même manière. Voilà, une fois par an, en fait, il y a un processus de sélection. C'est un dossier que tu dois faire? Okay. Exactement. Ouais. Un peu tout au long de l'année. Et puis, ce voyage éveil, c'est tous les ans, fin décembre, début janvier. Donc 450 jeunes qui se réunissent. On monte dans un train qui est affrété pour l'occasion. Okay. Donc un train entier. On fait 8000 km autour de l'Inde. Donc vraiment tout le tour. Les bordures extérieures. En 2 semaines. En 15 jours. En fait, c'est assez simple le concept. C'est la nuit, on dort dans le train. Parfois, on fait même 2 jours dans le train. On descend dans une ville. On va voir un rôle modèle, c'est comme ça qu'ils l'appellent, un modèle inspirant, un entrepreneur social en fait, qui a changé la vie de plusieurs millions de personnes. Elle a démarré avec rien. Personne croyait en cette personne. Et voilà, par la force de choses, de conviction, l'audace, etc., avec des impacts énormes dans l'éducation, dans la santé, dans l'empowerment des femmes, dans le respect de l'environnement, etc. Moi, j'ai pris des claques extraordinaires. Tu peux nous raconter, je sais pas, un exemple? Peut-être le plus visuel, c'est un jeu de mots, tu vas comprendre, mais ça peut être Aravind Daycare. C'est l'hôpital ophtalmologique le plus performant du monde. En fait, en Inde, il y a plein de personnes qui sont atteintes de la maladie de la cataracte. Donc la cataracte, si tu opères pas, tu deviens aveugle au fur et à mesure. Donc c'est une maladie de l'œil. Et en fait, grâce à un procédé technologique, ils ont fait passer le processus d'opération de $200 à $5. Donc déjà, c'est là où on voit que c'est important, l'innovation, la tech aussi, et puis les mécanismes d'entreprise. Donc de $200 à $5. Mais c'était pas assez pour les plus démunis. À $5 en Inde, il y a plein de personnes qui peuvent pas se faire opérer de la cataracte. Et donc là, ils ont inventé un modèle économique un petit peu Robin des Bois, on va dire, de ce qu'on appelle dans l'entrepreneuriat social subvention croisée. Donc pour les plus démunis, c'est gratuit. Donc t'as pas les moyens, c'est gratuit pour toi. Et ceux qui ont un peu plus le moyen, ils vont payer $15 en moyenne. Donc pour 2 tiers des patients, c'est gratuit. Pour 1 tiers des patients qui peuvent se le permettre, c'est $15. Ce qui fait que depuis un peu plus de 30 ans, il y a plus de 36 millions de personnes qui ont été opérées de la cataracte, donc retrouver la vue. Et ça a été rentable tous les ans, sauf une année exceptionnelle. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça a un impact énorme et c'est rentable. Et moi, j'ai pris une claque hallucinante parce que le docteur qui avait initié ça, ils avaient commencé avec 11 lits. 11 personnes au début. Et tout le monde leur disait, ça va pas marcher votre truc, c'est pas possible. Ils n'avaient pas eu encore l'idée de la subvention croisée, c'est comme ça que tu l'appelles Même, ils avaient tout en tête et tout, mais les gens leur disaient, c'est pas possible.
enfin ça ne pourra pas marcher, ce sera pas rentable, etc. Ouais. Et ils ont montré par leur folie, leur détermination que c'était possible. Et donc moi je suis sorti de ce Jagretti Yatra avec l'idée que l'impossible était temporaire. J'avais vu des choses, donc juste pour revenir au déroulé d'une journée, le matin tu rencontres une personnalité comme ça exceptionnelle, et puis ensuite tu vas voir sur le terrain ce que ça donne. Donc on allait voir l'hôpital, enfin différents hôpitaux, on allait rencontrer les patients, les médecins, etc. Puis parfois dans des bidonvilles, parfois dans la nature, etc. Et donc c'est un voyage un peu transformationnel qui te fait vraiment un déclic, en fait, une prise de conscience, à la fois des enjeux de société, des solutions qui existent. Parce que là, enfin, comment. Moi, je suis jamais allé en Inde. Comment le pays. Enfin, moi, on m'a souvent dit, des fois, c'est quand même assez dur de voir certains paysages très dégradés. Ah bah c'est sûr que tu reviens pas indemne en quelque sorte. T'es forcément touché. Là, c'est le pendant inverse de Star Trek. Du coup, vous voyez des beaux paysages en même temps, c'était vraiment l'équilibre entre il y a des enjeux énormes et il y a des gens des opportunités ordinaires qui ont fait des choses extraordinaires. Donc chacun peut être acteur de changement et chacun peut contribuer à ça, et c'est possible. Donc voilà, c'est vraiment l'équilibre des deux. Et moi, c'est vraiment un voyage où tu comprends mieux un pays, et puis c'est un voyage extérieur et un voyage intérieur où tu vas aller chercher. Bon alors, qu'est-ce que je fais moi au fond? Je peux pas rien faire de ça. Puis quand tu reviens, tu dois te sentir. Comment tu te sens quand tu reviens justement de ces 2 semaines Bah moi, je suis boosté. Ça te booste, ouais. T'as pas un moment, je sais pas, où justement tu dis bah maintenant je reviens en France, c'est la vie normale entre guillemets. Non, enfin en tout cas dans mon cas, moi je suis ressorti avec une énergie extraordinaire. J'ai jamais eu un niveau d'énergie comme ça, parce que je savais ce que je voulais faire. Du coup, moi c'était assez simple. Mon idée c'était j'avais vécu quelque chose de bouleversant, j'étais bouleversé émotionnellement, et en fait je me suis dit il faut absolument qu'on adapte ce concept-là à la France. Donc en fait j'avais mon projet. Je suis sorti du Jagretti Yatra, j'avais une énergie de fou. J'ai fait un article sur un média, l'Express, je savais pas trop pourquoi. Enfin, je sais pas, c'est l'intuition qui m'a dit il faut que je le fasse, cet article. J'ai écrit 10 idées pour inspirer les jeunes à entreprendre pour leur pays, quelque chose comme ça. Et je dis en 10 points pourquoi le Jagretti Yatra, pour moi, ça m'a impacté très profondément. Et à la fin, je conclus en disant que tu vas le faire en France. Et du coup, moi, j'ai une idée, ça m'a donné une idée, c'est que je vais le faire en France. Voilà, je pense que c'est possible et qu'il faut le faire en France. Et voilà, c'est tout. Et j'envoie ça, c'est en février. Je sors du Jagretti Yatra en janvier, je publie l'article en février, et en mars, je reçois un mail, en fait, d'une personne qui tombe sur l'article. Qui était tombé sur l'article et qui me dit ça m'intéresse vachement cette idée-là. C'est vraiment vrai que tu veux faire ce projet-là? Si oui, j'aimerais te rencontrer. Et c'est comme ça que donc c'était Madeleine qui m'écrivait, et avec Arnaud d'un fonds de dotation qui s'appelle Entreprendre et Plus. Ils sont devenus partenaires fondateurs du projet Ticket for Change avant qu'il existe. C'était qu'une idée. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font du coup en tant que partenaire? Donc Entreprendre et Plus, c'est un fonds de dotation, un peu comme une fondation pour faire simple, et ils soutiennent le développement de l'entrepreneuriat social en France. Et partenaire fondateur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils m'ont aidé financièrement, ils nous ont aidé financièrement à lancer le projet. Okay. 100 000 euros dès la première année. Et puis il y avait du soutien humain. Voilà, du mentoring, de l'accompagnement. C'était pas juste du mécénat. Ils y croyaient fort, ils étaient hyper engagés, ils le sont toujours. Et ça a été un coup de boost extraordinaire. Ça veut dire que moi, je sortais du Jagretti Yatra, j'avais cette intention. Quelqu'un y croit, te finance. Et alors là, je le raconte un peu vite, hein, il y a eu du travail, il a fallu faire un business plan social, etc. Il y a 80 pages et tout. Mais voilà, 3, 4, 5 mois après, j'avais un coup de boost pour me dire... donc en fait, quand Entreprendre Plus m'a soutenu, Arnaud, qui était mon mentor, m'a dit 2 trucs. Il m'a dit il faut que tu t'entoures de la meilleure équipe possible, et puis il faut que tu t'entoures d'experts pour faire le contenu du programme de formation, des programmes de formation Ticket for Change, et l'argent on ira le chercher après, on ira ensemble, on ira le chercher après. Il faut d'abord que tu t'entoures des meilleurs là. Et donc il m'a donné des conseils, etc. Et c'est comme ça qu'on a monté le projet. Parce que tu es tout seul à ce moment-là. À ce moment-là, voilà, au tout avec début, ces 2 personnes du coup qui t'aident. Ouais, et ça me permet de trouver ces conseils-là, ces moyens-là, ça me permet de trouver une équipe de cofondateurs Parce que vous êtes combien exceptionnelle. Après, il y a Joséphine, Boris, Adèle qui arrivent. Et puis, donc voilà, on était 4 en janvier d'après.
Assez vite, on est monté à 10. Et puis on a organisé le premier événement Ticket for Change en août 2014. 14, okay. Donc c'était 1 an et demi après ce que moi j'ai fait le Jagriti Yatra. Et puis ensuite, aujourd'hui, là, on est entre 20 et 25. Est-ce que du coup, la première version de Ticket for Change, du coup, c'était de reprendre l'idée de tour. Ouais. Là, c'était avec un bus, si je dis pas de bêtises. Ouais, exactement. La première idée de version de Ticket for Change, c'est 50 jeunes issus de tous milieux sociaux, de 18 à 30 ans, sélectionnés sur leur motivation, leur envie de changer le monde. Et ensemble, on fait un tour de 12 jours. On va rencontrer pareil, c'est le même concept, des rôles modèles. Donc on est parti à la rencontre. Je pense que l'anecdote qui résume un peu tout ça, c'est quand on a fait une journée aux Amanins. Donc c'est une ferme agroécologique. Je ne sais jamais si c'est dans la Drôme ou l'Ardèche. Je crois que c'est la Drôme, mais j'espère pas dire de bêtises. Je peux pas t'aider là. Et il y avait Pierre Rabhi et Emmanuel Faber. Donc Pierre Rabhi qui est un pionnier de l'agroécologie. C'est les Colibri, c'est ça? Exactement, qui a cofondé le mouvement Colibri, qui est un peu un philosophe sage. Et puis à côté, on avait Emmanuel Faber, qui quelques semaines après devenait le DG de Danone, et aujourd'hui son PDG, mais qui est hyper engagé sur plein de sujets de société. Beaucoup d'interventions justement publiques sur ces sujets, quoi. Ouais, exactement. Donc qui est hyper engagé sur comment on peut créer un nouveau capitalisme en fait. Et donc voilà, ça réunit un peu les deux. On va dire un altermondialiste militant, et puis un patron d'une grande entreprise, mais hyper engagé avec des convictions profondes. Et ça résumait. On a été rencontrer plein d'entrepreneurs sociaux, etc. Donc le but, c'était d'inspirer ces jeunes, de les aider à mieux se connaître, découvrir leurs talents, leur potentiel, et puis passer à l'action avec des projets. Donc ça, c'était le premier tour, Ticket for Change. Et ensuite, on a construit plein de programmes par la suite. Et puis notre tour Ticket for Change, il a énormément évolué par la suite. Mais c'est comme ça qu'on a démarré. Et du coup, ça a été quoi les différentes versions? En tout cas, aujourd'hui, vous tendez vers, du coup, tu disais une école en plusieurs dimensions, parce que du coup, j'ai vu qu'il y avait une école, il y a des événements, on peut faire à distance. Il y a eu la création d'un MOOC aussi, j'ai vu. Donc, pour essayer de faire simple, effectivement, dans une école, il y a plein de différents programmes. Je dirais que on fait 3 grandes choses. La première chose, c'est qu'on aide les gens à s'inspirer, à découvrir des modèles inspirants, rencontrer des pionniers, etc. Et donc il y a à la fois des choses qui sont en présentiel, des événements partout en France qu'on organise tous les mois, des grands événements de sensibilisation. La semaine dernière, on a fêté les 50 Tickets for Change au Bataclan sur le sens au travail. Beaucoup de monde. Et plus de 1000 personnes. Donc ça, c'est important. Chaque année, on fait des gros événements comme ça. Ces 1000 personnes, c'était qui du coup? C'était il y avait des gens qui connaissaient Ticket for Change et d'autres pas du tout. Mais c'était ouvert à tout le monde, c'était pas c'était absolument. Ouais, c'est important événement de sensibilisation ouvert à tous. Et puis il y a des podcasts en ligne qu'on peut écouter, qui s'appellent Vécu. Bientôt il y aura un podcast qui s'appellera Déclic. Donc ça c'est pour s'inspirer. Ensuite quand on a envie d'y aller mais on ne sait pas comment faire, on travaille sur soi pour mieux se connaître. Là on a notre MOOC avec notre MOOC qui s'appelle Devenir entrepreneur du changement, mais au fond il est plus large. Il pourrait s'appeler Devenir acteur de changement, c'est comment trouver sa voie. Qu'on a créé avec HEC, qui est sur Coursera. Il y a plus de 70 000 personnes qui se sont inscrites. Ah, il est assez connu. Il est dans le top 10 des MOOC francophones les plus regardés, donc on en est assez fiers. Les autres MOOC, c'est c'est sur la finance, comment coder et sur l'intelligence artificielle, enfin des trucs qui sont très techniques. Et on est super content d'être sur Devenir entrepreneur à impact. On a ce MOOC-là, il y a le nouveau livre dont je parlais aussi qui aide à mieux se connaître et trouver vraiment son potentiel d'acteur de changement. Donc activez vos talents, ils peuvent changer le monde. Justement, ce livre-là, ou même de manière, tu avais déjà écrit un premier livre aussi. Ouais. C'est la démarche, justement, c'était quoi ton but derrière? C'est par rapport à Ticket for Change, par rapport à... quelle est la démarche derrière de ces deux ouvrages? Alors le premier livre, c'est qui s'appelle Les entrepreneurs qui changent le monde, qui est aux éditions Rue de l'Échiquier, que j'ai écrit avec Jonas. Donc on a fait ce projet autour du monde. Là, l'idée, c'était de raconter, de faire le portrait de différentes personnes qui se sont engagées
et de montrer les différentes voies qui étaient possibles. Donc il y a des entrepreneurs, des intrapreneurs, des personnes qui ont démarré jeunes, d'autres qui ont démarré plus tard, des personnes qui sont des modes très alternatifs, d'autres dans des grandes entreprises, etc. Donc c'est montrer le spectre des possibles, inspiré. Sur le deuxième livre, Activez vos talents, ils peuvent changer le monde, là qui est aux éditions Alizio, là c'est plus un manuel pour passer à l'action. Une fois qu'on a envie, comment est-ce que je fais moi, avec ma singularité, ce que j'ai d'unique pour trouver le job de mes rêves, en fait, pour trouver mon ikigai au fond, et pour être payé pour ce que j'ai envie de faire vraiment, ce qui me fait vraiment vibrer, et pour être utile au monde. Et donc là, c'est des outils. Des exercices pratiques, etc., pour trouver sa propre voie d'acteur de changement. Et effectivement, c'est illustré par des exemples, mais c'est plutôt un manuel pour trouver sa voie d'acteur de changement. Donc c'est complémentaire. Et justement, tu l'as écrit en combien de temps, le livre? Ça m'a pris 6 mois vraiment à temps plein, hyper dense, mais étalé sur un an. D'accord. Et l'éditeur, tu l'as trouvé facilement? C'est l'éditeur qui m'a contacté, qui m'a proposé le livre. J'ai hésité au début parce que j'avais pas le temps. Ah, il t'a contacté en te disant j'aimerais que tu écrives un livre sur ce sujet? Ouais, parce que j'avais fait une intervention dans un média. Mais t'avais pas commencé sur à écrire l'ikigai. encore? Ouais, non, absolument. Ok, ça fait dans l'autre sens. Ouais, absolument. Et puis il était intrigué par le thématique de l'ikigai dont tu parlais. Il pensait qu'il y avait un potentiel autour de ça, et donc et c'était un sujet pour nous Ticket for Change de formaliser nos pédagogies. Et donc le fait que j'ai fait ce livre, ça y a contribué. C'est important de dire que c'est un vrai projet porté par Ticket for Change. C'est pas mon livre, c'est aussi celui de Ticket for Change. Tous les droits d'auteur sont reversés à l'association, etc. C'est un vrai produit de l'association. C'est important de le dire. Donc voilà, pour trouver sa voie d'acteur de changement. Et du coup, justement, en effet, cette parenthèse, je t'avais coupé. Tu étais sur l'inspiration. Ensuite, il y a donc l'inspiration plus ensuite de l'introspection pour trouver sa voie. Là, je parlais du MOOC, du livre, et il y a aussi un format qu'on a créé qui s'appelle l'exploration. C'est des week-ends de 2 jours. C'est un peu comme un startup week-end, mais pour trouver sa voie d'acteur de changement, pour mieux se connaître. Et ça, on est en train de le déployer partout en France. Donc aujourd'hui, c'est dans quelques grandes villes, mais demain, ce sera un peu partout. Et puis pour finir, il y a tout plein de programmes pour passer à l'action, et le plus connu, c'est notre parcours entrepreneur. Donc le parcours entrepreneur, c'est 6 mois pour passer d'une idée à l'action, à un prototype, quand on a un projet d'entrepreneuriat en fait, à impact social ou environnemental, qu'on est vraiment au stade de l'idée, qu'on ne sait pas trop comment démarrer, qu'on a besoin d'aide, d'outils, de réseaux, d'accompagnement pour le lancer. Et c'est un pré-incubateur, hein, c'est quand on a une grosse envie, une intuition, mais qu'on n'a pas forcément démarré. Ensuite, on envoie dans les incubateurs. C'est vraiment en amont. Et tu as peut-être une ou deux boîtes à nous en exemple du coup qu'on fait ces parcours? La plus connue, je crois, ça s'appelle Yuka. Donc Yuka, ça permet les tickets, non, comment on appelle ça, les codes barres. Ouais. Ça permet de scanner les codes barres des produits alimentaires. Ça donne l'information de si c'est bon ou pas pour notre santé, et si jamais c'est pas bon, ça donne des alternatives meilleures pour notre santé. Donc ça aide à mieux manger. Aujourd'hui, c'est 9 millions d'utilisateurs, et ça impacte. 9 millions en France seulement? En France, ouais. C'est énorme. Ah non, c'est énorme. Et là, ils partent à l'étranger, en Belgique, là. C'est énorme, et surtout, de mon point de vue, ce qui m'intéresse, c'est l'impact. Donc ça aide les gens à mieux manger. Mais aussi, je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un impact potentiel qui est systémique, c'est-à-dire que ça interroge les industriels sur comment ils conçoivent leurs produits. Donc ils sont obligés de changer la recette, d'enlever des additifs, etc. Et donc ça peut créer un impact systémique sur toute l'industrie agroalimentaire, et c'est ça que je pense qui est hyper intéressant. On a 9 millions d'utilisateurs dans un pays de 70 millions, c'est énorme. C'est énorme. C'est sûr que ça a un impact sur même les entreprises productrices. Donc ça, pour nous, on en est immensément fiers de Yuka. Si je donne un autre exemple, il y a Meet My Mama. C'est une start-up sociale qui valorise le talent de femmes réfugiées ou issues de l'immigration, qui en fait, ça leur donne une chance d'utiliser leur talent culinaire. En arrivant en France, elles n'ont pas forcément ces opportunités-là. Donc c'est un traiteur, tout simplement, solidaire. Donc ça fait des prestations de services de traiteur. Mais ça permet à ces femmes d'avoir un revenu. Et puis il y a toute une école de formation pour ces mamas, c'est comme ça qu'ils les appellent, Meet My Mama, pour les aider, si elles ont besoin, à apprendre le français, avoir des cours de comptabilité, à gérer une mini-entreprise, parce que le but, c'est que demain, elles puissent ouvrir leur propre restaurant. Donc ce soit un vrai moyen d'insertion à long terme pour elles.
Donc Meet My Mama, ça cartonne aussi. C'est plus de 100 prestations par mois. Ils ont démarré avec 4 mamas. Ils ont 250 dans leur réseau avec qui ils travaillent. Donc voilà, à chaque fois, là, dans les deux cas, c'est des boîtes qui ont moins de 2 ans. Donc voilà, c'est 2 exemples qui ont participé au parcours entrepreneur. Et pour finir, on a une activité, donc ça c'est Ticket for Change. Et après, on a une activité qui s'appelle Corporate for Change, où on va faire de la formation en entreprise pour qu'il y ait des acteurs de changement aussi dans les organisations existantes sur des enjeux socio-environnementaux. Et si je dis juste un élément qu'on fait, c'est l'Odyssée. C'est un voyage apprenant, une learning expedition de 3 jours pour découvrir les sujets sur l'entreprise à mission. On parle beaucoup aujourd'hui d'entreprise à mission pour les grandes entreprises qui questionnent sur leur responsabilité sociétale. Et l'entreprise à mission, c'est de faire en sorte que la raison d'être de l'entreprise, elle soit autant sociétale que économique et financière. Et donc, pendant 3 jours, on emmène des dirigeants, 40 dirigeants et managers d'entreprises en questionnement pour aller s'inspirer à la rencontre d'entreprises qui l'ont fait, pour avoir des codes et puis grandes le faire boîtes, chez eux. C'est plutôt des grandes boîtes, mais pas que. Il peut y avoir des PME, TPE, ouais. Et du coup, quand c'est une grande entreprise, c'est qui vient? C'est le dirigeant? C'est un directeur RH? Enfin, c'est qui est impliqué là-dedans? Alors, il y a de tout, mais dans l'idée, c'est plutôt des dirigeants. Et c'est plutôt... c'est pas forcément RH, parce que là, on est plus sur des sujets donc, de direction générale, ou de stratégie, ou d'innovation, ou... aussi évidemment de responsabilité sociétale, développement durable, un peu ressources humaines, mais c'est plutôt des sujets de vraiment de cœur de la stratégie de l'entreprise, pour que ce soit vraiment dans le cœur de la mission de l'organisation. Ok, merci pour tous ces exemples. Et le futur de Ticket for Change, tu vois comment vous créez une école pour les jeunes maintenant? Enfin, ça peut être intéressant d'ailleurs. On va penser un peu, je sais pas. Il y a plein de futurs qui sont possibles et on manque pas d'idées. Vraiment, l'ambition de Ticket for Change, c'est de contribuer à un changement systémique. Donc notre but, c'est que à terme, tout le monde en France, et si on rêve vraiment dans le monde, puisse découvrir ses talents et s'engager sur des causes de société par son travail. Pour ça, on pense que le meilleur moyen, c'est probablement pas de devenir plus gros. Donc notre but, c'est pas de faire d'être 4000 ou 10 000 et d'avoir plein de programmes de formation un peu partout, mais plutôt de réfléchir aux meilleures manières d'avoir un impact systémique. Et peut-être que la meilleure manière, c'est de former les autres, en fait, d'être copié pour que d'autres fassent notre métier. Là, c'est là où c'est intéressant d'être une association et une entreprise sociale. C'est que notre but, c'est pas de maximiser notre retour financier. Notre but, c'est de maximiser notre impact. Donc moi, je suis plus intéressé d'inspirer des pouvoirs publics sur certains programmes qu'ils pourraient lancer, d'inspirer des associations qui pourraient former leurs jeunes différemment, de donner nos outils à une organisation, etc. etc. Ou à d'autres pays peut-être aussi, j'imagine. Exactement, dans d'autres pays à terme. Mais notre but, c'est plutôt d'être un laboratoire hyper agile qui va former massivement plein de gens à faire notre métier un peu partout, en France, dans les territoires, demain peut-être dans le monde entier. Il n'y a pas d'ego derrière à dire c'est moi qui veux le faire dans le monde entier. Le but, c'est d'avoir le plus d'impact. Donc que ça serve, que les gens trouvent leur talent, qu'ils soient utiles au monde. Et après, c'est pas grave si ça s'appelle Ticket for Change ou pas. Il faut qu'on trouve le bon modèle pour nous-mêmes être durable et avoir le plus d'impact dans la durée. Mais on n'a pas cette ambition-là à être le plus grand possible. Donc on explore vraiment. C'est hyper intéressant parce que c'est assez différent d'un modèle de développement d'une entreprise classique en fait. Et ça demande de penser vraiment différemment et c'est passionnant. Et justement, alors on peut appeler ça un challenge ou des difficultés. Alors toi, t'es un peu positif de le dire, mais qu'est-ce que toi, en tant que fondateur, cofondateur en tout cas, et dirigeant de cette structure, qu'est-ce qui est difficile pour toi au quotidien? Si tu peux nous expliquer un petit peu les challenges que tu peux avoir, comment ton rôle a évolué aussi dans le temps? Il y a un challenge qui est central quand on parle d'entrepreneuriat social, c'est celui du modèle économique. Ça veut dire que, comme je le disais, le but, on vise un impact social environnemental, mais il faut qu'il y ait une pérennité économique. Ça, c'est essentiel. Pourquoi? Pour que la solution soit durable, pour attirer les meilleurs talents, pour les pérenniser, pour les aider à grandir, etc. Aujourd'hui, on est toujours en quête de ce modèle économique hyper robuste qui nous aiderait à vraiment changer d'échelle. Aujourd'hui, on repose à 60% sur du mécénat et 40% sur des revenus récurrents. Donc on a un modèle économique
croissant. Les revenus récurrents, c'est avec, avec Corporate for Change. En grande partie, mais pas que. Un petit peu Ticket for Change aussi. Il y a un petit peu d'autofinancement dans chaque programme. Ça veut dire que quand on participe à nos programmes, sur certains programmes, on contribue financièrement. Et donc il y a un enjeu de développer un vrai modèle économique solide qui nous permette de changer d'échelle, d'être robuste. Ça c'est crucial parce que sinon les gens ils s'essoufflent dans l'équipe, ils sont moins payés qu'à l'extérieur et donc à un moment il y a un moment où à la limite, de toute façon toutes les personnes qui sont chez nous c'est pas leur facteur de motivation, mais si t'es vraiment sous-payé, t'es épuisé au bout d'un moment parce qu'on a voilà, ça va vite, on lance beaucoup de programmes, etc. Donc le sujet du modèle économique, il est absolument central. Et moi, je pense que quand on fait de l'impact, on ne devrait pas être moins payé que quand on travaille dans l'économie classique. C'est pas parce qu'on apporte plus de valeur à la société qu'on devrait être moins payé. Donc au contraire, voilà. Ça devrait être inversement, ça devrait être directement corrélé. Et il y a des études terribles qui montrent que, notamment une étude de la New Economics Foundation, qui montre qui est un think tank anglais, qui montre que c'est inversement corrélé l'impact que tu as dans le monde et ta rémunération. Ça veut dire que inversement, malheureusement, parfois il y a des professions qui ont un impact négatif et qui sont extrêmement bien rémunérées. Exception faite, donc l'étude dit des médecins qui sont plutôt bien rémunérés et qui sont très utiles au monde. Mais sinon, c'est à peu près, il y a cette corrélation inversée entre l'impact sociétal et la rémunération. Et je trouve ça fou en fait qu'on vive dans une société où les moins payés, c'est les profs, les infirmiers, les infirmières, les personnes qui vont ramasser les déchets, trier les déchets, etc. On a besoin d'eux, quoi. Donc c'est pareil dans les entreprises sociales, il faut qu'on ait des modèles économiques robustes pour bien correctement rémunérer les gens. Ce qui est aussi du coup le challenge de tous les projets que vous accompagnez aussi. Donc, tout ce qui est nos challenges, effectivement, sont ceux aussi des startups sociales qu'on accompagne tous les ans. Ouais. Et du coup, il y en a certaines qui se mettent en entreprise, comme tu disais tout à l'heure, pas forcément en association. Oui, absolument. Après, de manière générale, ce sujet-là, qu'on soit une association ou une entreprise, c'est juste, il va être commun. Parce qu'une entreprise sociale, même si quand elle va être une boîte, une SAS par exemple, ouais, elle va quand même faire en sorte de suivre en premier, ou à minima à même importance, ses indicateurs d'impact et ses indicateurs économiques. Donc même quand tu es une boîte, tu peux suivre en premier ton indicateur d'impact. Et c'est ça qui t'aide. Pour moi, la définition d'une entreprise sociale, c'est celle qui prend ses décisions en fonction de la maximisation de ses indicateurs d'impact. Ça me fait penser, là, tu utilisais beaucoup le mot systémique. C'est un mot qu'on entend beaucoup. D'ailleurs, je vais faire un lien avec... j'ai vu au Bataclan, tu avais invité Cyril Dion. C'est bien sûr la personne qui a fait le film Demain, c'est ça? Il avait écrit un livre aussi. Je sais plus le titre, petit traité de quelque chose, il me semble. Exactement, petit traité de. On retrouvera sinon, je mettrai dans les références. Mais... Résistance contemporaine, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Et du coup, lui, j'en entends souvent parler via un mouvement, je sais pas comment on appelle ça, ce qu'on appelle les collapsologues aujourd'hui. Oui. Toi, justement, qui est du côté entrepreneur, qui justement qui a un côté très t'as un optimisme, tu donnes l'impression en tout cas, je pense que c'est ce que tu veux, tu dois être comme ça et ça se ressent en tout cas. Il y a ceux qui sont un peu plus pessimistes, pas forcément catastrophistes, mais qui Pablo Servigne, je pense notamment, peut-être un peu Cyril Dion, même s'il essaie justement via son film ou ses livres de montrer qu'il y a de l'espoir aussi. Parce que c'est un domaine, du coup j'imagine, milieu que tu t'y intéresses, et comment tu le vois aujourd'hui quand même cette situation où on parle d'un déclin de la civilisation systémique, du coup, dû à plein de courbes exponentielles qui vont pas du tout dans le bon sens. Comment toi tu vois ça dans ta position aujourd'hui? Moi je crois que c'est essentiel d'en être conscient. Ça veut dire que aujourd'hui il faut être au courant, il faut savoir les crises. D'ailleurs, c'est principalement écologique, en fait, d'effondrement écologique, mais aussi plein de sujets sociaux qui sont liés, d'ailleurs directement liés. Mais donc, principalement écologique, avec des courbes, effectivement, qui sont affolantes, et des thermomètres qui sont au rouge, qui passent du orange foncé au rouge, etc. Donc, il faut en être conscient. Après, moi, le risque que je vois avec la collapsologie, c'est un peu le repli sur soi. C'est un peu tomber dans le pessimisme, c'est
tomber dans le à quoi bon, de toute façon c'est cuit, et un peu on voit un mouvement de de toute façon il va falloir se protéger, donc il va falloir acheter il faut alors soit un bunker, soit aller dans une île déserte quand on a les moyens, mais il faut aller à la campagne dans certaines zones pour être à l'abri de la montée des eaux, de la hausse des températures et tout, et on est un peu dans une situation survivaliste, et on pense un peu qu'à soi en fait en faisant ça. Et bon, encore une fois, je juge pas, mais je trouve que moi, ce que ça me fait, être au courant de ces enjeux-là, moi, ça me donne envie d'agir. Ça me donne envie de donner le meilleur de moi-même, de faire en sorte qu'on trouve un autre modèle de société et qu'on y passe au plus vite. Voilà, ça me donne envie de passer à l'action, et je trouve ça dommage si la réaction à ça, c'est le repli sur soi et un petit peu construire son petit cocon pour survivre soi, et on s'en fout un peu du reste. Moi je crois que ça doit tous nous réveiller, nous donner envie d'agir tous ensemble, trouver des solutions. Cyril Dion il disait lors de la semaine dernière, il disait voilà, là on est face à des enjeux vraiment qui sont vraiment, c'est alarmant, et il faudrait un effort de guerre en fait. Un effort de guerre maintenant sur ces enjeux. Un ennemi commun entre guillemets, c'est la menace écologique. Exactement, et là c'est l'humanité qui a un ennemi commun, voilà. Peut-être pour une fois on peut se rassembler, mais il faudrait un effort de guerre. Alors malheureusement on n'y est pas, quoi. Chacun continue un petit peu sa petite vie et tout. Donc voilà, est-ce qu'on peut arriver à un effort de guerre, de mise en commun de nos talents, nos ressources, et là c'est planétaire, c'est ça qui est compliqué aussi, c'est que encore ce serait qu'un pays, c'est déjà compliqué de se mettre d'accord à l'échelle d'un pays, mais à l'échelle du monde ça n'a jamais été fait jusqu'à aujourd'hui, donc c'est ça qui rend peut-être les choses aussi un peu plus pessimistes. Ouais, et en même temps on n'est pas obligé d'attendre que ça vienne, on peut faire ça, on peut faire ce qu'on peut à son échelle. Donc ce qu'il y a, c'est aussi ce que je vois aussi dans plein de revendications, etc., c'est de dire il faudrait que on peut faire une pétition pour demander que. Je dis pas qu'il faut pas le faire, il faut le faire aussi, mais si on s'arrête à faire une pétition ou demander que quelqu'un fasse quelque chose pour que ça fasse ça, en fait au fond on n'a pas fait grand chose. Est-ce que toi, à ton échelle, est-ce que moi, à mon échelle, je peux pas faire un truc avec ce qui me rend singulier pour essayer de faire bouger les choses, et il faut aussi faire ces pétitions et ces demandes au plus haut niveau du pouvoir pour faire changer les choses. On parlait de la politique par rapport à l'entrepreneuriat, aussi, c'est pas les mêmes agendas aussi. C'est pas les mêmes agendas, et moi, ce que j'aime avec l'entrepreneuriat et le fait d'être acteur de changement à son échelle, en fait, c'est que tu demandes l'autorisation à personne. T'as pas besoin qu'il y ait X millions de personnes qui aient dit que c'était bien pour pouvoir le faire, ou X députés, ou X voilà, t'y vas, et ensuite tu vas convaincre au fur et à mesure. Il faut quand même convaincre, hein. Si ton truc personne n'y croit, ça va marcher, hein. Mais je veux dire, on n'est pas dans des débats éternels pour essayer de changer un système et d'attendre que quelqu'un d'autre le fasse. Voilà, donc c'est ça, je pense que donc pour revenir à ta question de départ, moi, les sujets sur la collapsologie, moi personnellement, ça me donne envie d'agir et de tout donner maintenant, en respectant quand même son écologie personnelle, donc pas non plus se cramer à niveau personnel, voilà. L'énergie. Exactement, faire attention quand même à son énergie, parce qu'on va pas sauver le monde non plus, et c'est faire son maximum, mais pas vouloir sauver le monde. Je pense que c'est essentiel. Voilà, ça me donne envie, et vraiment, il faut qu'on ait les ressources, les talents, le temps, les idées de chacun, quoi. On a besoin de chacun, et moi aussi dans le discours, je pense que c'est important d'inclure les grandes entreprises, d'inclure tout ce qui va être l'État, les fonctions publiques, les associations, etc. Souvent il va y avoir des discours assez clivants où il y aurait des organisations qu'il ne faudrait pas mettre autour de la table. On a besoin de chacun, quoi. Vraiment. C'est pas intéressant ce que tu dis. Moi, quand tu parlais de repli sur soi, moi pour ma petite histoire personnelle par rapport à ça, donc moi j'avais quitté mon entreprise après une revente l'année dernière en septembre 2018 du coup, et c'est là pendant l'été dernier que j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à la collapsologie via notamment Pablo Servigne qui est une des personnes les plus mises en avant, qui a écrit plusieurs livres comme notamment Comment tout peut s'effondrer. Et d'ailleurs, on voit maintenant que ces personnes commencent à écrire il n'y a pas que lui d'ailleurs, des ouvrages ou des vidéos sur comment le vivre de manière personnelle, comment aussi agir. Enfin, on n'est pas que seulement dans la phase de découverte, on est un peu dans la phase maintenant de comment le vivre au quotidien, mais surtout comment avoir un impact. Et du coup, moi j'étais dans cette situation, tu vois, où je me retrouve à plus avoir de boîte, du coup, à se rendre compte de ça. Donc c'est une situation un peu bizarre où tu te dis après, pas à quoi bon. Ne fais plus rien, reste chez toi, mais plutôt à quoi bon faire autre chose.
Et du coup, c'est pour ça que j'étais hyper intéressé de te rencontrer, parce qu'au final, ce genre de projet que tu portes aujourd'hui, ça aurait pu être un truc que moi j'aurais pu avoir l'idée de faire aussi, enfin par rapport à. Mais du coup, bah, tu fais très bien, donc il n'y a pas d'intérêt de faire aujourd'hui. Mais, euh, mais du coup, j'étais dans cette phase de me dire, voilà, il faut maintenant, en tant qu'entrepreneur qui a pu avoir une première société, avoir de l'impact sur des choses qui ont vraiment de l'utilité. Et aujourd'hui, je vois peu de choses qui ont plus d'utilité que la partie environnementale et écologique. C'est compliqué aujourd'hui de monter un business en ayant connaissance de ça, justement, dans un autre secteur. Du coup, j'ai fait une boîte de livraison de restaurants, donc qui était très bien de faire ça à 22-23 ans, ou même plus vieux, mais c'était ma première. Mais du coup, je le ferai pas aujourd'hui avec ces connaissances. Donc je vois qu'il y a tout un cheminement aussi qu'on passe grâce aux lectures, grâce aux rencontres. Et, euh, et donc du coup, sur la partie environnementale, donc tu penses que, enfin, je pense pas notamment à la politique. Enfin, tu penses que ça va se passer comment dans les prochaines années? Parce qu'il faut quand même aller relativement vite. Là, on parle quand même de 5-10 ans, voire tout de suite. Il y en a qui disent 2, ouais, selon Ouais, il y en a au certains moins rapports, 2 ouais, pour certains. ouais. Enfin, on va pas en parler encore pendant 10 ans, mais c'est quand même assez alarmant. Et quand je vois aujourd'hui, là, on parle de la France par exemple, ça n'a pas forcément le bon sens. On a vu avec Nicolas Hulot qui a démissionné l'année dernière, c'était quand même un gros signal, mais qui a été au final euh, assez bon, on va dire, parce que il y a eu un déclic quand même au niveau de la société, en France du moins. Ouais, complètement. Alors j'ai pas la réponse. Hein. Non, il y a pas besoin, si on l'avait la réponse. Si on l'avait, On ferait pas un podcast, on serait en train j'espère qu'on la mettrait en place. Ça se joue à tous les niveaux. Je crois, moi vraiment, là où je suis convaincu, c'est que quand on parle d'engagement, on met souvent, enfin les médias, les discours ambiants mettent souvent en avant les petits gestes du quotidien, les éco-gestes. Consommer mieux, consommer de plus responsable, être consommateur, trier ses déchets, réduire ses déchets, les petites etc. actions, Les petites actions qu'on peut tous faire. Mais vraiment, moi je pense, c'est très important, on n'est pas que des consommateurs. Donc ça, c'est un peu nous réduire à un rôle de consommateur, et au fond, ça perpétue le système, d'une certaine mesure. Moi, je pense fondamentalement qu'on est des êtres de création, qu'on a tous un potentiel créateur exceptionnel à libérer. Et du coup, chez Ticket for Change, on croit profondément qu'on peut être acteur de changement parce qu'on fait au quotidien et en utilisant ce qui nous rend singulier par notre travail. Et donc, voilà, il y a un chiffre qu'on rabâche tout le temps, mais voilà, on va travailler chacun 80 000 heures dans nos vies, 80 000 heures en moyenne. Donc, est-ce qu'on peut se questionner aussi sur l'impact qu'on peut avoir avec ces 80 000 heures? À quel système on peut contribuer? Voilà, je veux dire, c'est pas neutre en fait le temps qu'on va passer dans notre vie à travailler. Donc, est-ce qu'on va contribuer à améliorer les choses, à faire avancer les sujets socio-environnementaux dans le bon sens? Ou alors est-ce qu'on va aggraver la situation sans s'en rendre compte souvent? C'est ça qui est terrible. Il y a une formulation géniale de Cyril Dion qui est ça sert à rien d'aller travailler chez Monsanto en vélo. Donc je crois que pour changer les choses, il faut aussi se rendre compte de l'impact qu'on peut avoir par notre travail au quotidien. Donc si on travaille dans des grandes boîtes qui n'ont pas encore pris conscience des enjeux environnementaux, c'est peut-être de là qu'on doit faire changer les choses de l'intérieur. Et donc c'est à tous les niveaux, quoi. À notre petit niveau dans la consommation, c'est sûr. Quand on va au travail, il faut faire changer les mentalités, il faut prendre en compte, comme tu le disais, j'aurais pas créé ma boîte pareille, ou peut-être pas cette boîte-là, si j'avais eu conscience de ces enjeux environnementaux. Donc il faut, dans notre vie professionnelle, dans ce qu'on crée au quotidien, on peut plus travailler de la même manière. Voilà, il faut avoir en compte qu'il y a un truc qui est au-dessus de nous, qui est commun, qui est les enjeux écologiques qui nous concernent tous. Donc il faut prendre des décisions différemment au quotidien. Et puis évidemment, il y a le monde politique, il faut être hyper ambitieux avec des plans qui nous engagent, etc. Voilà, c'est absolument nécessaire. Aussi, c'est à tous les niveaux, vraiment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aussi, à son échelle, on peut faire bouger les choses vraiment de manière radicale parce qu'on fait au quotidien, quand on voit l'impact qu'on peut avoir différemment. J'espère que les gens écouteront ce que tu dis. Par rapport à, justement, tu disais tout à l'heure, par rapport à faire attention aussi à son énergie personnelle, face à sa vie personnelle, tout simplement. Comment toi, en tant qu'entrepreneur, en plus entrepreneur social, donc quelque chose qui est hyper prenant, même si toutes les entreprises qu'on est entrepreneur est toujours à fond, mais là, il y a vraiment une mission qui est incroyable derrière. Comment tu arrives à faire la part des choses, à équilibrer un minimum? Est-ce que tu y arrives déjà? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu justement? Ouais, je suis en chemin, hein, comme sur plein de choses. C'est vrai qu'entrepreneur social, on est particulièrement à risque parce qu'on est, comme tu le disais, un peu avec une mission, donc on est vraiment passionné
sur un truc qui est vraiment où on sent qu'on est utile, etc. Et donc on compte encore moins nos heures que quand on est entrepreneur, où on compte déjà pas nos heures. Donc on est particulièrement à risque. En plus, on est dans un monde où souvent on a des ressources limitées, voire très limitées. Donc parfois on a des équipes trop petites, une charge de travail trop importante. Donc en fait, il y a des facteurs qui font que, avec les moyens du bord, faut faire encore plus. Et puis on est face à des problèmes qui sont gigantesques. Là, on parle de changer la donne sur les enjeux écologiques. Vous n'avez pas 200 millions pour le résoudre non plus. Donc. Exactement. Et donc là, on est face à des problèmes qui sont gigantesques, et donc on a l'impression qu'on est peut-être une goutte d'eau, et donc on peut s'épuiser, quoi. Il y a un facteur d'épuisement qui peut arriver. Donc c'est important de se dire qu'on va pas sauver le monde. Ça, c'est essentiel. Moi, pas tout seul, du moins. Voilà. Et puis même sauver, faut pas être dans une posture de sauveur. Je préfère la formulation changer le monde à sauver le monde. Vraiment, je pense que c'est important de ne pas être dans la posture du sauveur. Et pourquoi, du coup, c'est psychologique, c'est pas. Ouais, parce que ça enlève aussi de la pression. Ça enlève de la pression, et puis voilà, faut pas se mettre une charge sur les épaules, à tous mettre le malheur du monde sur les épaules, et puis il faut le résoudre. Enfin, on va se cramer. Ton énergie, elle décroît très vite après. Mais en 6 mois, mais c'est toi qui es KO, quoi. Donc non, faut prendre soin de soi, faire en sorte d'être à son plein potentiel pour être à la bonne place, pour contribuer à avoir le meilleur impact. Mais il faut pas se cramer sur la route, sinon ça sert à rien, quoi. Et donc, moi j'ai 5 ans d'expérience avec Ticket for Change. J'ai eu plusieurs phases. Au tout début, j'avais une pêche d'enfer, quoi. J'avais la flamme, une énergie affolante pendant 2 ans. Fallait tout créer, c'était passionnant, fallait rencontrer plein de personnes, les convaincre, etc. Donc voilà, j'avais une énergie de fou. Le Ticket a décollé de fou. Ensuite, il a fallu structurer, être un peu plus rationnel, un peu plus sage, formaliser des choses et tout. Donc là est venue la phase de la structuration pendant 1 ou 2 ans. Et là, je suis devenu un peu plus de entrepreneur, je suis devenu un peu plus manager, gestionnaire. Là, ça a été un peu compliqué pour moi. T'étais moins dans l'action. En fait, j'étais toujours dans l'action. Je coordonnais plein de trucs, mais j'étais pas dans ma zone de talent. C'est-à-dire que je fais vraiment la différence dans le livre dont on parlait entre les talents et les compétences. Au début de l'aventure, j'étais dans ma zone de talent parce qu'il fallait explorer des choses, créer, initier. Donc voilà, moi, j'ai des talents qui sont autour de ça. Dans ma zone, sur mon étape 2, j'étais dans ma zone de compétences. C'est-à-dire que j'étais capable de faire les choses. Il fallait. Mais c'est pas naturel pour toi. C'est pas ce que tu j'avais appris, mais c'était pas naturel, ça me donnait pas d'énergie. J'étais pas bon naturellement. Donc j'étais capable de le faire, mais ça me prenait une énergie de fou. C'est-à-dire qu'à la fin, j'étais rincé, j'avais plus d'énergie, j'avais plus envie à des moments. Parce que la gestion, c'est un peu moins mon truc. Donc j'étais capable, et donc là, c'est super dangereux parce qu'on est en risque de burn-out, parce qu'on continue potentiellement à être performant, ça va, mais sauf quand ça nous prend une énergie folle, à un moment on n'en peut plus. Et à un moment, j'ai décidé, en en parlant avec l'équipe, mais je suis parti 5 semaines, j'ai fait un break. Je vous appelle ça le ticket break. Exactement, j'ai fait un ticket break. 5 semaines, je suis parti tout seul. Et en fait, je suis pas parti au soleil, à la plage et tout. Je suis parti dans des lieux qui m'inspiraient, où on avait passé des moments avec Ticket for Change. Et j'ai pris toutes mes notes depuis le début de Ticket. Et j'ai tout relu. J'ai tout relu, tous mes carnets, parce que j'ai toujours des carnets où je prends plein de notes et tout. J'ai tout relu, j'ai essayé de faire j'ai fait une relecture de qu'est-ce que j'avais appris, etc. Et puis, je me suis reposé la question de mon Ikigai. Où est-ce que je dois être pour être à la bonne place? Et j'ai vachement challengé le fait d'être chez Ticket for Change. À un moment, j'ai raisonné par l'absurde, en quelque sorte. J'ai dit, et si j'étais autre part, où est-ce que je pourrais être? J'ai fait tout le raisonnement. Et à la fin, ma réponse, ça a été, ma mission, c'est de contribuer à activer des talents pour changer le modèle de société, etc. Il faut le faire de cette manière. Et en fait, je me suis retrouvé, en fait, c'est ce qu'on fait chez Ticket, quoi. Donc, je suis à la bonne place. Par contre, je dois changer des choses dans ce que je fais au quotidien. Donc, j'ai changé mes missions. Je suis revenu et j'ai dit, ok les gars, je pense que ce qu'on fait, c'est génial, c'est un potentiel énorme, c'est ce dont le monde a besoin. Par contre, si vous voulez me garder, il faut qu'on change mes missions parce que je suis à 20% de mon potentiel. Là, on est en train de me cramer, on ne m'utilise pas, donc il faut changer mes missions, changer quelques trucs d'organisation pour que je sois dans mon plein potentiel. Et donc depuis, je suis plus dans un rôle où j'explore le changement d'échelle, plus donc vision, stratégie,
Je suis plus sur les pédagogies, donc je travaille le fond de nos contenus aussi, et le livre en est issu. Et moins sur la gestion, et moins sur la gestion. Et j'ai la chance d'avoir une équipe exceptionnelle, et puis j'ai pu déléguer plein de choses, etc. Il n'y a pas que moi qui ai fait cette réflexion de où est-ce que sont mes talents et où est-ce que j'ai envie d'être. On fait ça. Chaque personne de l'équipe le fait. Et ce qui est fou, c'est comme le monde est bien fait, en fait, on est complémentaires. Il y a des trucs que moi je déteste faire. Toi, tu vas peut-être adorer. Inversement, on va être hyper complémentaires et voilà, ça va être naturel pour moi de faire. Vu ce que tu as dit, je pense pas qu'on soit complémentaires. Nous, faut pas qu'on s'associe. Mais non, je vois très bien. Moi aussi, j'avais cette chance d'avoir des gens qui aimaient bien faire ce que j'aimais pas faire. C'est essentiel et donc faut s'entourer de ces personnes-là, voilà. Et donc là, je suis sur une autre phase où voilà, je suis en plein dans ma zone d'énergie parce que je sais que je suis à la bonne place. Je suis sur la bonne mission. Je fais les tâches au quotidien qui me donnent de l'énergie, là où je suis bon, a priori. Voilà, donc c'est ce qui fait que je suis. Je suis parti pour longtemps. C'est super, c'est hyper. Peu importe la forme d'entreprise, mais moi je vois dans les startups ou même partout, des fois il n'y a pas de remise en cause justement de son job en tant que fondateur, dirigeant ou CEO, enfin peu importe comment on appelle ça. Et on voit des gens qui deviennent. Qui font des burn-out, qui sont tristes, qui n'ont plus la passion. Parce qu'ils pensent que il faut être juste dirigeant, manager, chef d'entreprise, alors qu'ils peuvent réinventer leur poste et souvent ils prennent un directeur général ou quelqu'un qui se met à gérer. C'était mon cas. Je suis pas des directeurs généraux. Voilà, on est dans une asso, donc je suis président. Et effectivement, c'est Madeleine qui gère tout avec Joséphine, merci à Madeleine, Jonas, etc. Toute l'équipe. Mais ça, c'est essentiel. Donc voilà, il y a eu ces différentes phases vraiment importantes. Très bien. On arrive aux petites questions de fin. Si tu devais nous donner tes mentors, tes influences, tu citerais qui là? Ceux qui t'ont le plus marqué? Il y a des inspirateurs du monde de l'entrepreneuriat social et puis du monde que je suis en train d'explorer. Voilà. Ça va être le professeur Younous, que j'ai mentionné, qui est prix Nobel de la paix, qui a inventé le microcrédit. Il va y avoir des Pierre Rabhi dont j'ai parlé aussi, des Manuel Faber, des gens qui essaient de changer les choses avec différentes stratégies en fait. Il va y avoir des Vandana Shiva, c'est une activiste en Inde environnementale, on va dire radicale un peu. Il va y avoir des Cyril Dion, il va y avoir des Baden-Powell. C'est incroyable, Cyril Dion d'ailleurs, son film. Nombre de vues dans le monde entier. Plus d'1 million de vues en France, il me semble. Un film demain. Il va y avoir des Baden-Powell, c'est le fondateur des scouts, qui en fait a créé toute une pédagogie pour aider des jeunes, etc. Il y a plus de 100 ans. Il va y avoir des Bill Drayton, c'est le fondateur d'Ashoka. Et puis des personnes que j'ai rencontrées aussi aux Philippines, en Inde, au Sénégal, Antonio Meloto, Bagore Batili, qui m'ont vachement inspiré aussi. Ça, on va dire, ça va être des inspirateurs. Et après, j'ai eu un grand mentor qui s'appelait Arnaud de Ménibus, donc qui est la personne dont je parlais d'Entreprendre et Plus, donc qui nous a quittés l'année dernière, mais qui pour moi était c'est quelqu'un qui avait été un entrepreneur qui avait super bien réussi et qui en fait à un moment de sa vie s'était dit en fait j'ai eu la chance d'avoir beaucoup réussi, beaucoup reçu. J'ai envie de redonner, et notamment dans l'entrepreneuriat social, parce que je pense qu'on peut faire du business différemment. Il faut faire du business différemment. Et en fait, il m'a toujours épaulé, il m'a fait grandir, il m'a hyper challengé, mais toujours de manière hyper bienveillante. Et c'était un père professionnel. Et je me rends compte de l'impact qu'il a eu sur moi, sur Ticket for Change, etc. Alors j'ai la chance d'avoir d'autres mentors qui aujourd'hui m'accompagnent aussi. Mais voilà, lui, il a une place hyper marquante. Et éventuellement un livre ou 2-3 livres que tu pourrais conseiller, un livre que tu offres souvent, que tu recommandes souvent. Tu en avais cité 2 déjà tout à l'heure. Ouais, il y a les livres que j'ai cités tout à l'heure. Je dirais, il y en a un qui m'a marqué récemment, je me souviens plus de l'auteur, mais c'est l'essentialisme. C'est comment travailler moins pour travailler mieux, faire moins pour faire mieux. Et en fait, c'est toute une... comment revenir à l'essentiel. Et faire moins de choses, mais beaucoup mieux en profondeur et faire vraiment la différence sur moins de choses. C'est des méthodes d'organisation qui repensent. C'est Jeff McCone, tout ça, ou Jeff McCone, je le mettrai dans les notes. Exactement. Et moi, ça m'a pas mal marqué. C'est des principes que j'essaie de mettre au quotidien parce que je pense que c'est. Voilà, on vit dans un monde où en fait tout va trop vite, on est sursollicité. Donc voilà, la capacité à prioriser et se focaliser sur des choses
peu de choses, mais les faire vraiment au bout. Voilà, c'est quelque chose qui est Dans essentiel. les projets, puis dans les possessions, du coup, c'est l'intitulé du livre. Absolument. Est-ce que t'es minimaliste, du coup, peut-être Est-ce que tu peux déménager avec une seule valise? Non, pas encore. Ça, c'est sûr que non. Mais j'aspire à avoir moins et à la simplicité. Voilà. Fondamentalement, moi, je suis quelqu'un de complexe. Ça veut dire que j'aime bien penser à la complexité et la systémique, comme j'en parlais un petit peu, la vue d'ensemble et tout. Mais j'aspire à que ce soit plus simple. je vois très bien. Tu vois. Et d'ailleurs, Pierre Rabhi, c'était Éloge de la sobriété, enfin il y a un livre sur la sobriété heureuse, la sobriété heureuse que j'avais lu qui était intéressant sur ce sujet. Donc ça m'étonne pas du coup, les références au final se rejoignent sur ça. Et t'en as un deuxième éventuellement, t'avais dit un deuxième. Sinon c'est pas grave. Hein. C'est le dernier qui m'a marqué. Et c'est très bien. Et donc pour finir, où est-ce qu'on peut te retrouver, ou enfin tu rediriges les gens vers où, vers Ticket for Change ou bien sûr. Donc sur Ticket for Change, on a ticketforchange.org, notre site internet. Il y a les réseaux sociaux de Ticket for Change. Et puis moi personnellement, sur mes réseaux sociaux, on va dire Twitter, éventuellement Facebook. Voilà. De suivre la page de Ticket for Change, ça permet d'avoir toutes les infos sur toutes les formations, les événements, toutes les choses qui sortent, tous les contenus qui sortent. Ça peut être un bon moyen de se renseigner sur comment devenir acteur de changement à son échelle. Et super, merci beaucoup Mathieu. Merci à toi, merci beaucoup pour ton invitation. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver toutes les notes de l'émission sur le site jckurdali.org. Il y aura les livres mentionnés, les ressources, etc. Donc Kurdali, c'est Kurdali. Profitez-en pour vous inscrire pour ne pas louper les prochains épisodes. Et pour m'aider, vous pouvez faire deux choses. Partagez à vos amis l'épisode ou le podcast ou mon site. Et mettez 5 étoiles sur iTunes. C'est ce qui permet d'avoir le plus de visibilité pour les podcasts. C'est comme ça qu'on gagne en visibilité. Donc c'est important. Je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode de Conversation avec JCK. Allez, à plus.